L'assujettissement philosophique de l'art. Cet essai est la version élargie d'une allocution prononcée en août 1984 en séance plénière au Congrès mondial d'esthétique à Montréal. Le thème de cette conférence était l'art et les transformations de la philosophie. Une version légèrement modifiée apparue dans Grand Street. Je suis reconnaissant à Elinor West pour son analyse profonde des relations entre Platon et Aristophane. Si elle a raison, notre manière de lire la République appauvrit le texte, faute de savoir apprécier les références piquantes à Aristophane auxquelles les premiers lecteurs de tels textes ont dû être sensibles. Dans son grand poème sur la mort de William Butler Yeats, Auden dit « Aujourd'hui l'Irlande a toujours sa folie et son climat, car la poésie ne fait rien arriver. » Je pense que personne, même pas un visionnaire poétique, ne se serait attendu à ce que la poésie dissipe l'humidité de l'île d'Émeraude, et c'est cette constatation qui fournit à Auden son paradigme de l'impuissance artistique. L'équation avec la folie politique de l'Irlande vise à décourager l'espoir plus futile, mais plus répandu, que des vers appropriés pourraient faire arriver quelque chose, bien que l'art en particulier ne puisse guère être discrédité par le fait d'être inopérant en politique irlandaise, domaine où il est loin d'être sûr que quoi que ce soit pourrait faire arriver quelque chose. Dans son refus poétique d'écrire un poème de guerre, Yeats avait dit « Je pense qu'il vaut mieux qu'en des temps comme ceux-ci, la voix d'un poète se taise, car en vérité, nous ne sommes pas doués pour corriger les hommes d'État. » Et il semble avoir souscrit à l'idée d'Auden au point d'élever à la dignité de l'art les actions politiques ayant échoué, à condition qu'elles aient été conçues avec assez de ferveur. Nous connaissons leurs rêves, il suffit de savoir qu'ils rêvèrent et qu'ils sont morts, peut-être qu'un excès d'amour les égara jusqu'à la mort. Que la politique devienne de la poésie dès lors qu'elle a été ennoblie par l'échec constitue un transfert sentimental qui n'aurait sans doute guère réconforté les tireurs déchaînés du soulèvement de Pâques. Vouloir avec assez de détermination un changement politique pour verser réellement du sang signifie justement qu'on ne veut pas voir ces actes réduits simplement à une espèce d'écriture détournée s'accomplissant dans le médium de la violence. Avoir abandonné le domaine de l'efficacité pour celui de l'art, avoir réalisé par inadvertance quelque chose d'équivalent à l'oiseau d'or de la salle du trône de Byzance, ou à la figure désengagée du monde qui orne l'urne grecque, doit apparaître comme une double défaite aux guerriers déjà vaincus. Je sais, écrivit Auden avec son honnêteté si caractéristique et si sympathique, que toute la poésie que j'ai pu écrire, toutes les positions que j'ai pu défendre durant les années 30 n'ont pas sauvé un seul juif. Par ses attitudes et ses écrits, on cède seulement soi-même. Et dans un manuscrit auquel il travaillait au temps de son mariage avec Chester Kallman, nous pouvons lire « Dans un temps de crise comme le nôtre, les artistes et les politiciens s'entendraient mieux si ces derniers voulaient bien se rendre compte que si personne n'avait jamais écrit le moindre poème, peint le moindre tableau ou composé la moindre mesure de musique, l'histoire du monde n'aurait été changée en rien. » Bien sûr, il s'agit là d'une assertion empirique, et il est malaisé de savoir dans quelle mesure elle est exacte, tout simplement à cause des difficultés inhérentes au champ de l'explication historique. Le jazz a-t-il été de quelque manière que ce soit la cause des transformations morales de l'âge du jazz, ou n'a-t-il été que leur emblème? Les Beatles ont-ils provoqué ou seulement préfiguré les perturbations politiques des années 60, ou est-ce que pendant cette période, la politique était simplement devenue une forme d'art, du moins la politique qui était sensible à la musique, l'histoire politique réelle du monde se déroulant à un niveau de causalité différent? En tout cas, comme on le sait, même les œuvres qui voulaient amener une prise de conscience politique ont généralement eu tendance à provoquer au mieux de l'admiration pour elles-mêmes, ainsi qu'une auto-admiration morale de la part de ceux qui les admiraient. Le bombardement cynique du village basque de Guernica le 26 avril 1937 a produit Guernica. Aussi, lorsqu'à l'officier allemand il eut montré
montra une carte postale reproduisant son tableau et qui lui demanda « C'est vous qui avez fait cela ?» Picasso répondit « Non, c'est vous. » Il ne s'agissait pas simplement d'un trait d'esprit. Tout le monde savait qui avait fait quoi et pourquoi. C'était une atrocité destinée à être reconnue comme telle, perpétrée par des gens qui voulaient qu'on les perçût comme prêts à ne reculer devant rien. Le tableau servit à rassembler des fonds pour les victimes de la guerre d'Espagne, et ceux qui payaient pour avoir le privilège de défiler devant lui s'en servaient uniquement comme miroir reflétant des attitudes déjà adoptées. Plus tard, il fallait avoir des connaissances en histoire de l'art pour savoir de quoi il s'agissait. Guernica servait comme toile de fond décorative à des rencontres de fortune au musée d'art moderne ou comme lieu de rendez-vous, telle l'horloge de l'hôtel Biltmore. Ces harmonies grises et noires la rendaient assez jolie pour orner le placard de cuisine d'un appartement sophistiqué dont j'ai lu un jour la description et où se concoctaient des soufflets pour des invités brillants et délicats qui, comme la maîtresse de maison, ne se rendaient pas compte que des animaux éventrés et des mères hurlant de douleur agonisaient au-dessus du formica. Après tout, comme l'avait remarqué Anita Silvers, la toile a été peinte à peu près à la même époque que Pêche nocturne à Antibes, et elle met en œuvre le même type de forme que cette œuvre lyrique. Tout compte fait, elle a accompli à peu près autant pour les villageois meurtris que le poème d'Oden pour Yeats, mort, ou le poème de Yeats pour les patriotes massacrés. Autant d'œuvres qui ne font bien rien arriver d'important et se bornent à commémorer, à mettre en sépulcre, à spiritualiser et à se constituer en une sorte de cénotaphe pour des souvenirs évanescents. Aussi se situe-t-elle plus ou moins au même niveau qu'une cérémonie religieuse dont la fonction est précisément d'avouer l'étroite limitation de notre pouvoir de faire arriver quoi que ce soit. Hegel situe la religion tout près de l'art, dans l'étape finale de l'itinéraire de l'esprit, lorsque l'histoire est arrivée à son terme et qu'il ne reste rien d'autre à faire que devenir conscient de ce qui, de toute façon, ne peut pas être changé. Soit, mais si l'unique rôle politique de la poésie consiste en cette fonction détournée de consolation, de cérémonie, pour ne pas dire de relique, alors pourquoi la conviction politique selon laquelle l'art est dangereux est-elle si largement répandue? L'histoire de l'art est l'histoire de la suppression de l'art. Or, cette entreprise elle-même est futile, s'il est vrai que ce qu'on cherche à enchaîner ne saurait faire arriver quelque chose. Ce qui revient à doter l'art d'une illusion d'efficacité en traitant comme dangereux quelque chose qui ne ferait rien arriver si on le laissait libre. Si Oden a raison, d'où vient la conviction que l'art est dangereux? Selon le point de vue que je me propose de développer dans cet essai, elle n'est pas le résultat d'une connaissance historique, mais résulte plutôt d'une croyance philosophique. Elle est fondée sur certaines théories de l'art avancées par des philosophes, quelle qu'ait pu être la raison première qui les a amenés à voir dans l'art un danger, tel que l'histoire de la philosophie elle-même peut pratiquement être considérée comme l'effort massif et collectif pour neutraliser toute une activité spécifique. En effet, voir dans l'art, comme le fait Oden, une activité causalement ou politiquement inopérante est en soi un acte de neutralisation. Le fait de représenter l'art comme quelque chose qui, par sa nature même, ne saurait rien faire arriver ne constitue pas tant une attitude opposée à celle selon laquelle l'art est dangereux. C'est plutôt une manière de réagir au sentiment du caractère dangereux de l'art en le traitant métaphysiquement comme s'il n'y avait rien dont il faille avoir peur. Pour ma part, je suis d'avis que nous ne saurions établir ce qu'est l'art, ni ce qu'il peut et ne peut pas faire, ni quel est son lieu naturel dans le domaine politique, aussi longtemps que nous n'aurons pas fait l'archéologie de ces théories qui visent à l'assujettir. La relation entre l'art et la philosophie est ancienne et complexe, et bien que ici et tout au long du livre je m'apprête à la décrire en des termes très vifs, je suis obligé de reconnaître que sa subtilité est telle qu'elle transcende peut-être notre pouvoir de description analytique, comme c'est le cas pour la relation entre l'esprit et le corps. Il est loin d'être évident qu'on puisse séparer l'art de la philosophie, puisque la substance de l'art est en partie constituée par ce qu'on croit philosophiquement qu'il est.
et la désubstantification qu'il subit du fait de son oppresseur est peut-être une des victoires majeures de la métaphysique politique. Dans les premiers textes philosophiques sérieux sur l'art, les premiers peut-être à reconnaître l'existence de l'art comme tel, on trouve une espèce de déclaration de guerre de la philosophie à l'art. Or, la philosophie est elle-même une discipline en état de guerre. Le degré d'antagonisme qui oppose la philosophie à la philosophie est presque égal à celui entre la philosophie et l'art qu'on trouve dans les premières pages fatidiques de l'esthétique platonicienne. Il faudrait donc se méfier dès lors que les philosophes sont presque unanimes à dire que l'art ne fait rien arriver. Car quel autre sujet fait l'unanimité des philosophes? Même un auteur aussi engagé que Sartre pensait que l'art, et partant sa propre pratique comme auteur de fiction, dans le texte de fiction, où il présente ce point de vue, se situe hors du domaine des contingences existentielles et constitue un refuge contre le flux du changement. Il est bien connu que Platon identifiait la pratique de l'art à la création d'apparences doublement éloignées de la réalité dont s'occupe la philosophie. Il est frappant que Sartre, comme Keats et Yeats, place la réalité artistique exactement là où Platon avait situé la réalité philosophique. Mais cette inversion laisse intacte la structure et nous pouvons noter dès maintenant que l'accusation selon laquelle la philosophie ne fait rien arriver est plutôt répandue. En tout cas, d'après le schéma platonicien, la philosophie aussi bien que l'art s'oppose au type de connaissances pratiques que possèdent les artisans dont les artistes ne font qu'imiter les produits. Platon s'est fondé sur l'inférence qui veut qu'on peut imiter sans rien connaître de ce qu'on imite, sauf son apparence. Ainsi, lorsqu'on imite la connaissance, on peut parfaitement paraître la posséder, alors même qu'on ne la possède en rien. Platon veut isoler l'art de la sphère pratique et politique dans laquelle le philosophe daigne descendre, imitant lui-même la relation entre les formes et les apparences. L'idée que l'art est confiné au domaine des apparences de second ordre garantit que même dans celui légèrement moins dégénéré des apparences de premier ordre, il ne saurait faire arriver quelque chose, puisqu'il est radicalement épiphénoménal, à l'instar d'un rêve, d'une ombre ou d'un simple reflet. Tout se passe comme si la métaphysique platonicienne avait été créée afin de déterminer le lieu de l'art, en sorte que